Il existe de nombreuses façons de s'organiser sans chef et il est bien possible et il est même prouvé dans certaines situations qu'elles sont bien plus efficaces. Je m'appelle Nicolas Framont, je dirige un média qui s'appelle Frustration Magazine et j'ai écrit un livre qui s'appelle « Vous ne détestez pas le lundi, vous détestez la domination au travail ». Aujourd'hui, je vais débunker 5 idées reçues sur le monde du travail. Alors c'est vraiment à la mode face au mal-être de beaucoup de salariés de nos jours de dire que les jeunes d'aujourd'hui par exemple seraient plus fragiles ou seraient plus fainéants face au travail, qu'ils aimeraient plus donner. En réalité, il est vrai et il est prouvé que la pression au travail a augmenté. On assiste à une intensification du travail dans le secteur privé comme dans le secteur public. Dans le secteur privé, concrètement, ça se traduit par des politiques de surperformance pour espérer obtenir pour les actionnaires et les propriétaires des entreprises de plus en plus de profits. Et dans le public, ça se traduit par des politiques de réduction des coûts. Et donc forcément, on demande de plus en plus aux gens d'en faire plus et on nous demande aussi d'être de plus en plus polyvalents. Mais la répartition du gâteau, c'est-à-dire le fruit de notre travail, est de plus en plus mauvaise. On se fait exploiter au travail au sens où toute une partie du fruit de notre travail revient à d'autres que nous, notamment les propriétaires des entreprises. Mais surtout, nous, en plus, on est de moins en moins rétribués pour ça. Avec notamment la crise inflationniste de ces dernières années, en moyenne, en France, la plupart des gens ont perdu du salaire. Donc face à ça, en fait, il est logique qu'il y ait des gens qui soient tentés de se mettre en retrait et de dire je vais juste faire mon travail et pas une heure de plus. C'est ça la réalité du monde du travail et c'est pas des gens qui sont de plus en plus fainéants. Les entreprises maintenant seraient très axées sur la bienveillance. Elles aiment bien d'ailleurs en parler beaucoup. On parle de bienveillance et on ne parle pas de conditions de travail. La bienveillance, c'est beaucoup moins engageant que des bonnes conditions de travail. Des bonnes conditions de travail, c'est quels sont les moyens qui sont mis à ma disposition, quelle est la reconnaissance que je reçois et quel est le salaire que je reçois. Ça, c'est des choses très concrètes. Mais la bienveillance, c'est pas ça du tout. C'est un peu sous quelle forme l'employeur me parle, quelles sont les façons de se parler qui sont mises en valeur, quelles sont les valeurs qui sont affichées par l'entreprise. Et ça, j'ai envie de dire, l'employeur, il peut raconter ce qu'il veut. De toute façon, c'est pas très concret, c'est pas très vérifiable. Ce qui me semble encore plus préoccupant, c'est la façon dont les entreprises instrumentalisent ce discours de la bienveillance pour s'opposer à celles et ceux qui protestent. Ah oui, parce que forcément, si vous revendiquez collectivement avec vos collègues, si vous menacez de faire grève, si vous vous syndiquez, c'est pas très bienveillant. Moi, ce que je conseille toujours aux syndicalistes qui m'en parlent, c'est de dire aux employeurs « Ok, vous avez mis en place un baby-foot, ok, vous avez mis en place des plantes vertes, ça c'est bien, admettons, mais ce n'est pas le sujet. Ce dont on va parler là, c'est des moyens et des ressources dont disposent les salariés, c'est des relations sociales et c'est le partage du gâteau sur la richesse produite par notre travail. C'est pas parce qu'il n'y a pas de hiérarchie qu'il n'y a pas d'organisation. Au contraire, d'ailleurs souvent, quand on veut travailler sans hiérarchie, il faut plutôt bien s'organiser. Et s'organiser, c'est dire qui fait quoi et comment on fonctionne ensemble. On demande aux chefs de monopoliser cette organisation et on leur demande de faire des choses que la plupart ne savent pas faire, c'est-à-dire faire travailler des gens ensemble, faire en sorte qu'ils s'entendent bien, arbitrer les conflits. Ce qu'on observe dans beaucoup d'entreprises, c'est que cette tâche-là, elle n'est pas gérable par une seule personne, alors que quand on s'organise collectivement et qu'on ne fait pas reposer toute sa responsabilité de la cohésion du groupe sur une seule personne, on obtient des résultats bien plus probants. Ensuite, on demande également aux chefs d'être des leaders, des meneurs, c'est-à-dire d'être celui ou celle qui donne l'impulsion d'aller faire quelque chose et qui donne envie d'en faire. Et puis également, une tâche moins avouable, c'est la fonction de surveillant. Pour faire travailler les gens sous contrainte avec une mauvaise rétribution, oui, effectivement, il faut des gens qui surveillent. Et quant aux deux autres fonctions, la coordination et le leadership, on peut bien sûr les répartir ou les faire tourner. Il existe de nombreuses façons de s'organiser sans chef et il est bien possible et il est même prouvé dans certaines situations qu'elles sont bien plus efficaces. La banalisation du stress au travail, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ce que j'appelle la culture de la violence au travail. C'est-à-dire qu'en fait, des conditions de travail stressantes, c'est des conditions de travail violentes. Quand on est stressé, c'est qu'on a peur de ce qui risque d'arriver. C'est normal que ça arrive dans la vie, c'est normal qu'il y ait des incertitudes, mais ça ne peut pas devenir un mode de vie ou une façon de travailler. Et il se trouve qu'il y a de nombreuses entreprises qui demandent aux salariés d'être résistants au stress,
qui est déjà quelque chose qui ne se décrète pas. On ne peut pas savoir d'avance si on sera résistant au stress. Et surtout, nos corps et nos esprits ne sont pas faits pour résister au stress. Le stress qui s'installe dans la durée, ça devient du stress chronique et c'est prouvé que ça provoque des pathologies psychiques. Donc une entreprise qui demande la résistance au stress, elle dit quoi? Vous n'aurez pas suffisamment de moyens pour atteindre les résultats qui vous seront fixés. Dans notre société, on a cette croyance vraiment ancrée que le travail paye. Et ça, c'est des choses qu'on expérimente dans la vie, c'est vrai. Si on fait du sport, si on fait de la musculation, plus on travaille, plus on va avoir un développement musculaire. Mais malheureusement, dans le monde du travail capitaliste, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Alors, les seules personnes dans la société qui assistent à ce mécanisme-là, c'est ceux qui possèdent en réalité. En France, par exemple, comme dans le reste du monde, c'est le patrimoine qui enrichit. C'est le fait de posséder des choses, des biens financiers ou des biens immobiliers qui vont faire qu'au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des générations, vous allez vous enrichir. Les familles qui étaient riches au 19e siècle le sont encore plus riches de nos jours. Il y a énormément de formes de travail qui d'ailleurs ne sont pas du tout reconnues par la société. Le travail domestique, qui est principalement dévolu aux femmes, est un travail gratuit. Et pourtant, ce travail domestique permet au système capitaliste de fonctionner. Si les femmes ne continuaient pas à monopoliser les tâches ménagères, l'éducation des enfants et le soin émotionnel aux autres, le système capitaliste il s'effondrerait parce que plus personne n'aurait les capacités d'aller travailler le lendemain.